Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère. Avant de passer à notre Fear and Greed Index, je tenais à remercier et accueillir tous les nouveaux zappeurs et zappeuses qui nous ont rejoints. Sachez que le zap crypto peut parfois être un petit peu long et que je n'ai aucune envie de me brider. Alors pour les plus pressés, sachez que vous pouvez retrouver sous chaque description de Zap Crypto tous les intervenants ainsi que leurs vidéos. Et le plus important sont tous les timecodes de la vidéo pour que vous puissiez naviguer le plus simplement du monde au sein du Zap Crypto. Dernière petite information, sachez qu'en laissant un petit commentaire sous tous les zaps, vous vous enregistrez automatiquement pour être peut-être tiré au sort lors des lives pour gagner un petit NFT de la chaîne. Allez, on peut maintenant passer à notre Fear and Greed Index qui est à 52 dans le neutral. Je suis toujours autant épatée par la maîtrise qu'a la cryptosphère à ne pas trop se réjouir de ces quelques hausses. Et c'est vraiment bon signe pour la suite. Et du côté des marchés US, on a quitté la zone de l'extrême peur, mais pas pour aller bien loin. On est toujours dans la zone de peur à 29. Bon les gars et les filles, c'est pas que je vous aime pas, mais j'ai un super live là actuellement. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin de vous les présenter, mais pour les plus nouveaux d'entre vous, voici Moïd, David et Pete, le trio infernal de la cryptosphère. Oups, désolé pour l'arrêt sur image Moïd. Ces trois acolytes sont juste géniaux et je vous recommande vivement de vous abonner à leur chaîne YouTube. Personnellement, c'est ma chaîne YouTube préférée. Avant de vous laisser, j'ai une petite question pour vous et je vous laisse me répondre en commentaire. Quels sont vos 3 cryptos préférés et pourquoi? Et je vous donnerai mon top 3 dans le futur Fear and Greed. Vous pouvez maintenant vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo ainsi qu'une excellente soirée. On se retrouve demain pour un nouveau zap. C'était Zap Crypto. Il est important de parler de l'adoption des crypto-paiements pour rectifier ou clarifier beaucoup de choses inexactes qui se disent. Par exemple, en réponse à une question lors de son audition par le Parlement européen, ce 23 janvier, Fabio Panetta, membre du directoire de la Banque centrale européenne, a dit, peut-être en boutade, que Bitcoin réalise une douzaine de transactions par jour. Chaque transaction prend du temps, c'est impossible, votre café serait froid avant que vous n'ayez payé. Voilà. C'est sûrement une boutade, en tout cas je l'espère. Par conséquent, je vais arrêter de parler, car l'image s'exprimera mieux que les mots. Voici une compilation de vidéos d'achat de café, justement, pour Fabio Panetta, de croissants aussi, de pop-corn à la plage, sans porte-monnaie ni carte, faites que avec du Bitcoin. Thank you. That was fast. Donc ça, c'est aussi un croissant et un café latte au Starbucks, au Salvador. C'était plus rapide que la fabrication du café, par exemple. Ça, c'est le fameux sac de pop-corn qui coûte moins d'$1. Et voici une comparaison avec le sans contact Visa. Voilà, merci pour la vidéo. Comme vous l'avez vu, les crypto-paiements sont déjà là et se sont développés de façon fulgurante au niveau mondial. Et aujourd'hui, c'est une réalité qui devient incontournable. Et Lina, c'est celle qui dessine tous ces petits trucs mignons, qui nous dit le Bitcoin dans les médias. Ouais, c'est un criminel, ça pollue les océans, c'est utilisé pour le darknet, ceinture de climat, danger. Voilà, c'est un truc pas bien. Et le Bitcoin dans la vie réelle. Bonjour, j'aimerais envoyer de la monnaie. Oui.
Voilà, c'est tout. Ça sert juste à ça. La blockchain Bitcoin, c'est vrai, envoyer des sous et récupérer des sous. Voilà, en tout cas, le layer 1, quoi. Bon. Donc, voilà, c'est trop rigolo. Le Bitcoin tout mignon. Et finalement, les gens pensent que c'est un criminel, mais il est tout mignon, tout gentil, le Bitcoin. C'est vrai. Nous sommes là, effectivement, pour aider les personnes qui se retrouvent dans des situations où ils se sont fait escroquer et qui veulent, en fait, avoir une possibilité de récupérer leur crypto. Donc, Theoria, en fait, c'est une jeune entreprise dans le domaine en fait, de l'investigation numérique et qui va en fait accompagner les personnes pour la récupération de leur crypto avec l'aide des autorités. Donc, on a eu différents cas concrets. Par exemple, le cas d'une personne qui a été contactée via les réseaux sociaux et qui a échangé en fait, a eu de nombreux échanges en fait avec une personne de sexe féminin et qui pendant des semaines en fait a établi en fait une relation de confiance en fait avec notre client. Et à l'issue, dans quelques semaines, une fois que cette confiance était bâtie, a proposé en fait un investissement vers une plateforme à haut rendement. Donc notre client, étant en confiance, a décidé en fait d'investir en fait dans cette plateforme et rapidement a pu voir en fait les gains sur sa plateforme grimper de plus en plus. Donc il a été poussé par la suite par cette personne à investir en fait de plus en plus. Et là, il faut bien préciser que les gains en question, c'était juste un affichage sur un écran. C'était pas du vrai argent. On est d'accord. Voilà. Tout à fait. Voilà, cette plateforme en fait permettait en fait de visualiser ces gains en temps réel, mais il n'y avait aucun moyen de pouvoir en fait les retirer avant d'avoir atteint une somme cible. Donc c'est là où en fait c'est très malin, c'est que il vous affiche en fait vos gains. Vous vous dites voilà, il faut que je dépose une telle somme pour pouvoir réussir à avoir le prochain gain. Donc vous forcez, vous allez regarder à droite à gauche où est-ce que vous pouvez avoir pour atteindre en fait cette somme. Mais une fois que vous arrivez à cette somme, c'est là en fait où ça devient vraiment très très vicieux. C'est que eux ils y incluent les gains suivants. Et en faisant ça, vous passez automatiquement à la cible suivante. C'est-à-dire que, en fait, vous passez de 30 000 euros à 60 000 euros. Mais comme vous êtes parti sur une autre cible, votre somme est de nouveau bloquée. Ce qui fait que vous ne pouvez toujours pas, en fait, accéder à votre argent. Et qu'en plus de ça, vous devez, en plus, atteindre la nouvelle cible qui a été doublée, quoi. Le Parlement, troisième news, le Parlement européen va imposer un kill switch sur les smart contracts. Parlement européen toujours au goût du jour quand ça concerne des nouvelles technologies. Le Parlement européen toujours au top, au poil, vraiment. T'as l'impression qu'ils comprennent rien. Et en plus de rien comprendre, il faut appliquer des choses qui ont ni queue ni tête, tu vois. Vraiment, tu vas voir ça. Et donc, le Parlement européen a voté mardi en faveur de nouveaux contrôles des données qui pourraient obliger des smart contracts à inclure les détails d'un kill switch pour réinitialiser l'activité. Donc là, dans une même phrase, quand tu vois smart contract et réinitialiser l'activité, déjà, tu vois qu'ils comprennent rien, ils comprennent strictement rien. Bon. Un smart contract, c'est juste un algorithme automatique qui exécute quelque chose automatiquement. Donc, tu peux pas lui dire, alors t'exécutes, mais il y a quand même un bouton que je pourrais revenir en arrière. Pas de problème. On prend la blockchain, on annule le bloc, on va faire un fork. Ça te dit, on fait un fork à chaque fois qu'il y a un problème. Et comme ça, il y aura 50 000 blockchains Bitcoin, 50 000 blockchains ETH. On fait un fork à chaque fois. Voilà, mais tu comprends rien. Les dispositions incluses de sa nouvelle rédaction du projet de loi signifieraient que les smart contracts doivent avoir des contrôles d'accès et protéger les secrets commerciaux. Ils auraient également besoin d'avoir des fonctions pour arrêter ou réinitialiser une transaction. Mais bien sûr, légèrement contre-productif pour un contrat intelligent. Non, mais bien sûr, dans un smart contract qui va te faire un truc, toi tu vas dire, ah non, j'annule la transaction. C'est un truc de fou. Et donc on a Thibaut Schreppel, professeur agrégé à l'université d'Amsterdam, qui nous dit cela met en danger les smart contracts dans une mesure que personne ne peut prévoir. En fait, on n'appellera même plus ça des smart contracts. Il faudra trouver, c'est un autre truc, quoi. C'est genre, il faudrait des contrats qui valident, mais que le bloc soit
soit créé bien plus tard dans la blockchain pour pouvoir revenir en arrière, c'est possible. Parce que dès que c'est validé dans la blockchain, que c'est mis dans le bloc, c'est fermé, c'est fini, tu peux plus toucher. C'est ça vraiment l'essence même d'une blockchain. Donc, revenir en arrière, ça voudrait dire que le smart contract ne se valide pas, ne se confirme pas dans un bloc de la blockchain, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait validation, que l'argent, tout ça, soit mis quelque part, et que dans une semaine, ce soit validé dans la blockchain. Une connerie comme ça, tu vois. Bon, bref. Donc cela met en danger le smart contract dans une mesure que personne ne peut prévoir. Le texte juridique n'est pas clair, notamment quant à la question de qui, en pratique, devait appuyer sur le kill switch de smart contract. Exactement. Il ajoute que le texte interfère avec le principe fondamental selon lequel les programmes automatisés, donc les smart contracts, ne peuvent être modifiés par personne. Voilà, donc t'as envie de dire, mais vous comprenez rien. Et donc, la nouvelle loi sur les données de l'Union européenne comprend un kill switch pour que les codes autonomes, activation automatique ou smart contract, afin de garantir que les algorithmes nuisibles basés sur la blockchain peuvent être annulés. En gros, t'as un hack, et le mec, il hack le smart contract, quoi, il prend le pognon, il se casse, et toi, t'as un bouton pour dire, j'annule. Non, mais ils ont complètement, je sais pas, il faut arrête de fumer la moquette par terre au Parlement européen. Mais un kill switch peut en fait permettre à une autorité centralisée d'interférer avec les blockchains et de détruire leur immuabilité. Exactement. C'est l'essence même de la blockchain. Tu ne reviens pas en arrière. En modifiant rétrospectivement ce qui est enregistré sur une blockchain. Cela compromet la nature même des blockchains et détruit leur utilité. Un scénario dans lequel l'industrie crypto perd le sommeil. En fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils proposent quelque chose qui est impossible par rapport à la technologie qui est là. Ça veut dire, ils ont rien compris à la technologie blockchain, ils ont rien compris à la technologie smart contract. Et en fait, ils voudraient que comme c'est une banque où tu peux annuler une transaction, pas de problème, appuie sur un bouton, on annule, on refait, voilà. Non, mais tu vois là, tu leur dis, attends, mais c'est qui veut? Mais ils comprennent rien. Ceux qui ont voté pour, ils comprennent rien, en fait. Ils savent pas ce que c'est un smart contract, ils savent pas que c'est une blockchain. Ils votent pour, ouais, les cryptos, c'est mal. C'est le blanchiment d'argent, c'est le terrorisme et compagnie. Allez, toute loi qui emmerde des cryptos, je vote oui. Ça doit être ça. La vérité, c'est ça. Il y a XRP qui a essayé d'effacer son passage chez SVB, hein? Ça a failli réussir, mais ça a failli nous échapper. Ça a failli nous échapper, tout à fait. Mais ils se sont exprimés et ils ont clairement dit oui, on est exposé à SVB et on comprend mieux du coup, les gars. Qu'est-ce qu'on comprend mieux, hein? Mais pourquoi il a pas pump hier? Bah oui. Pourquoi il a pris que 3% au lieu de 25? Le Bitcoin monte à 26, les alts prennent un peu... Ah, c'est pas un stablecoin. Ah, moi j'ai cru que c'était comme l'USDC, moi qu'il avait repeg, c'est tout. Non, c'est pas un stablecoin. Le PDG a annoncé que malheureusement XRP était un peu collé à SVB. D'ailleurs, on sait pas à quelle hauteur ils étaient exposés. Hein. C'est bizarre qu'on ne sache pas à combien, mais ils ont dit clairement que la majorité de leurs fonds sont dans différents réseaux bancaires, pas chez SVB, c'est pas un gros problème pour eux. Mais ça explique quand même pourquoi les investisseurs ne sont pas dit, tiens, pump du BTC, je vais acheter du XRP. Non, ils sont restés tranquillement, le XRP est à 36 centimes, il n'a pas dépassé les 40. Ça, c'est un peu une déception pour, je pense, tous les XRPistes, et même pour ceux qui ont envie que leur back pump. Alors, Tom Hammer, la FDIC arme-t-elle le chaos du marché pour tuer la crypto? Eh bien oui, c'est les sujets en ce moment. Hein. Hammer a demandé à la FDIC si elle avait demandé aux banques de ne pas fournir de services bancaires aux entreprises cryptographiques ou si elle avait explicitement ou implicitement dit aux banques qu'elle ferait l'objet d'une surveillance plus stricte si elle acceptait de nouveaux clients de cryptographie. Hammer a également exigé de savoir quelle orientation la FDIC a fournie aux institutions financières pour aller aider à gérer le risque de hausse de taux. Si tel est le cas, ces actions visant à militariser l'instabilité récente du secteur bancaire, catalysée par des dépenses publiques catastrophiques et des hausses de taux à intérêt sans précédent, sont profondément inappropriées et pourraient conduire à une instabilité financière plus large, a écrit Hammer, citant des commentaires récents d'un ancien membre du Congrès, Bernie Frank, co-auteur de la loi Dodd-Frank. Tout ça, voilà, lisez tout ça, c'est intéressant. Alors, dans tout ça, il y a du délire, pas du délire, on ne sait pas, il y a du complotiste, il y a du pas du complotiste, il y a des problèmes de politique, évidemment, quand un politique fait quelque chose, celui qui est à l'opposé de son opinion, il va le défoncer, il va le défendre. C'est comme d'habitude, j'aime bien dire ça aussi, parce que c'est comme ça que j'ai vu dans la vie tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé, c'est l'histoire qui va nous dire ça. Et là, l'histoire, ça risque d'être assez dans pas trop longtemps. On va voir ça dans quelques temps. Dans quelques temps, on pourra faire un résumé plus clair un petit peu de tout ce qui se passe.
et savoir la faute à qui. Il y a toujours la faute de quelqu'un, mais bon, encore une fois, c'est toujours facile de dire après. Fidelity, c'est le 3e plus gros asset manager au monde et ils sont très pro-crypto. Fidelity, on a eu vraiment depuis un certain temps une très forte entrée. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont ouvert plus ou moins sur la possibilité de capitaliser pour votre retraite, vous avez la possibilité sur Fidelity d'investir directement sur de la crypto. Donc l'idée ici, c'est plus ou moins sous forme d'une application. Quand vous gérez en fait finalement votre fonds de capitalisation, vous avez ici une possibilité de pouvoir rentrer. Et ça m'amène, et d'ailleurs il y avait auparavant une sorte de liste d'attente et désormais ils ont ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que vraiment toutes les personnes qui ont leur retraite gérée par Fidelity peuvent accéder à de l'investissement crypto via ce biais-là. Donc excellente nouvelle que les listes d'attente aient été ouvertes et que tout ça finalement soit rentré. Ils ont flairé le bon filon au moment où Silvergate et Signature sont un petit peu les 2 bornes d'accès à la crypto qui sont en train de disparaître ou d'être mises à mal. Vous avez pas mal de banques ici et d'asset managers qui se placent tout simplement. Saviez-vous que l'éther est un concept qui nourrit l'imagination des hommes depuis l'Antiquité grecque ? Les qualités supposées de cette substance immatérielle, considérée par l'école pythagoricienne comme étant le 5e élément, ont été discutées par des personnages aussi illustres que Platon, Aristote, Descartes, Newton et même Einstein. En fait, la liste des caractéristiques physiques, spirituelles et chimiques attribuées à l'éther est si longue que sa définition semble être aussi insaisissable que le corps subtil qu'elle désigne. En 2013, l'éther fait tourner la tête de Vitalik Buterin, qui décide de nommer le projet sur lequel il est en train de travailler en son honneur. Il publie le white paper d'Ethereum en décembre 2014, dans lequel il décrit un protocole qui a vocation à dépasser la crypto-monnaie. Ethereum sera une plateforme d'application pair à pair incluant une dimension économique. En d'autres termes, Vitalik Buterin ambitionne de construire un ordinateur mondial. 8 ans plus tard, force est de constater l'extraordinaire succès de cette idée. Ethereum monopolise près d'1/5 de la capitalisation boursière totale du secteur des crypto-monnaies, si l'on exclut les stablecoins. Les contrats intelligents et les applications décentralisées mentionnées dans le white paper sont aujourd'hui plus qu'une simple vue de l'esprit. Ils fonctionnent bel et bien, quoique non sans accroc, puisque les piratages et les dysfonctionnements ont coûté des milliards de dollars à l'écosystème au cours de la seule année passée. Le protocole évolue progressivement, comme en témoigne l'implémentation du merge, changeant son mécanisme de consensus il y a quelques mois. Il concentre le travail de nombreux développeurs de talent et est de plus en plus connu du grand public, notamment en raison de l'essor des NFT et de la DeFi depuis l'été 2020. L'Ether n'est plus seulement une substance évanescente, mais une innovation technologique concrète qui rythme la vie d'un nombre croissant de programmeurs, d'artistes et d'investisseurs, et ce, malgré les vicissitudes des marchés financiers. Il est néanmoins indéniable que les nombreux atouts du projet sont contrebalancés par des défis de taille, que la plateforme devra relever si elle veut perdurer et prospérer. Le but de cet épisode des analyses crypto de Money Radar est de vous faire un exposé des menaces de nature différente qui pèsent sur la nouvelle mouture du protocole Ethereum. Notre ambition est de vous présenter ces risques de la manière la plus neutre possible, en nous concentrant particulièrement sur ceux liés à son implémentation récente de la preuve d'enjeu. Schématiquement, ces risques peuvent être répartis en 3 catégories. Les risques de sécurité, concernant la résilience du protocole et l'impact du merge sur son intégrité, les risques liés à la compétition, si une ou plusieurs blockchains concurrentes venaient à prendre des parts de marché conséquentes à Ethereum, et les risques légaux, ayant trait à l'encadrement réglementaire de l'écosystème dans différentes juridictions. Cette présentation est le fruit de recherches conséquentes, car le sujet est vaste, technique et très polarisé. Il est difficile de trouver des sources non biaisées sur lesquelles se baser. Nous avons tenté autant que possible d'éviter les écueils liés aux excès de naïveté ou de pessimisme, ainsi que ceux liés au maximalisme en tout genre, pour pouvoir vous présenter les enjeux afférents à l'adoption de ce projet prometteur, mais spéculatif. Nous précisons quand même que ce qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil financier, et que nous vous invitons, comme toujours, à faire vos propres recherches. Je voulais vous parler maintenant de Filecoin. Filecoin, la blockchain initialement qui était uniquement liée à du stockage de données, qui a levé énormément de fonds lors de, c'était la vague des ICO de 2017 à peu près. Et Filecoin, désormais, c'est bon, ils se sont transformés en blockchain de niveau 1, EVM compatible. Donc vous allez pouvoir faire tourner les divers smart contracts compatibles avec Ethereum directement sur Filecoin, et ça se met vraiment à concurrencer les autres blockchains. Moi, je vois plus ça comme un
concurrent maintenant de BNB Greenfield, la blockchain qui n'a pas encore été lancée par Binance, plutôt par la BNB Chain, avec cette notion de stockage de données, mais aussi de smart contract intégrés. Aujourd'hui, il faut se parler de ce qui va se passer avec le taux directeur de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale américaine, parce que d'une part, plusieurs données économiques importantes ont été publiées au courant des derniers jours, et d'une autre, la crise bancaire américaine a totalement rebrassé les cartes. On analyse le tout ensemble et en fin de vidéo, je vous donne mon opinion sur les décisions que devraient prendre McLean et Powell lorsque les deux comités centraux respectifs se rencontreront au courant des prochains jours. Petit indice, tout porte à croire que la fin du resserrement monétaire approche. D'abord, vendredi dernier, les données d'emploi aux États-Unis et au Canada ont été publiées. Dans les deux cas, on constate que le marché de l'emploi surchauffe toujours. Chez nos voisins du Sud, 311 000 nouveaux emplois ont été créés alors que les anticipations des analystes étaient de 205 000. Le taux de chômage a rebondi à 3,6 % essentiellement parce que la participation à l'emploi a elle aussi augmenté. Du côté de la croissance des salaires, la croissance n'a été que de 0,2 % en février, soit sous le consensus de 0,3 %. La décroissance des 3 derniers mois est assurément réconfortante. Cependant, la partie n'est pas tout à fait gagnée compte tenu que pour chaque chômeur, presque 2 emplois sont toujours disponibles sur le marché. Rappelez-vous que ces données sur l'emploi ont été publiées juste après le témoignage de Powell de 2 jours devant le Congrès, durant lequel il nous avait dit ceci. Comme je l'ai mentionné, les dernières données économiques sont plus élevées qu'anticipées, ce qui suggère que le niveau ultime des taux d'intérêt sera probablement plus élevé que prévu. Si la totalité des données devait indiquer qu'un resserrement plus rapide est justifié, nous serions prêts à accélérer le rythme des hausses de taux. Le rétablissement de la stabilité des prix exigera probablement que nous maintenions une politique monétaire restrictive pendant un certain temps. Suivant la publication des données sur l'emploi vendredi dernier, il était clair que le taux directeur de la Fed allait atteindre un niveau plus haut que celui anticipé lors du dernier Summary of Economic Projections. On avançait alors la possibilité d'un taux terminal de 5,5 % ou 6 % et une hausse de 50 points de base en mars, soit la semaine prochaine. Considérant l'agressivité renouvelée de la Fed, la Banque du Canada se retrouvait dans une bien mauvaise position avec la pause qu'elle a décrétée en janvier. En plus, les données du marché de l'emploi au pays pointaient vers la nécessité d'une nouvelle hausse de taux d'intérêt avec 21 000 emplois créés en février alors que les anticipations étaient de 10 000 emplois et un taux de chômage historiquement bas à 5 %. Le marché de l'emploi est trop serré au Canada aussi. Si notre tour d'horizon économique et puis financier, on va s'arrêter là. Nous sommes le jeudi 16 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, et je pense que là on a vraiment tout compris, eh bien c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le Crédit Suisse est HS, allô la BNS ?» Bon, alors la BNS, c'est vrai, la Banque nationale suisse s'est fait un petit peu tirer l'oreille, elle a entretenu le suspense avant de finalement décider en début de soirée que, oui, elle allait bien renflouer le Crédit Suisse, et puis pas avec quelques pauvres petits milliards qui n'ont l'air de rien. Non, là, elle met sur la table 54 milliards de francs suisses, autrement dit l'équivalent de 10 kerviels. Oui, vous savez, c'est cette unité de mesure de perte qui constituait un maximum depuis janvier 2008. Puis après ça, bon, il y a eu le Madoff, mais restons français. Donc le kerviel, c'est un peu plus de 5 milliards. Voilà, la Banque nationale suisse met 10 fois le montant sur la table. Alors, c'est peut-être rassurant, mais pourquoi 54 milliards ? Ça représente à peu près la moitié des fonds propres revendiqués par le Crédit Suisse. Imaginez qu'il y ait 54 milliards de cadavres dans les placards. Ce serait absolument gigantesque. Mais bon, vous me direz, AIG a déjà fait mieux. Je pense qu'ils ont frôlé une perte de 280 milliards de dollars. Donc le Crédit Suisse, de toute façon, ne sera peut-être pas en tête des plus grands losers de l'histoire, mais tout de même. Alors ce que l'on voit bien, c'est que là, c'est vous êtes vautré et vous êtes aussitôt renfloué. Donc l'aléa moral, eh bien,
manifestement, il faut une nouvelle fois le constater. Hein. Le Crédit Suisse privatise les gains et nationalise les pertes. On ne sort pas de ce schéma. Alors, ça me permet quand même de rappeler que pour Silicon Valley Bank, pour Signature, pour First Republic et quelques autres, elles ont été entre guillemets renflouées. Non, ce sont leurs clients qui ont été renfloués. Hein. Les actionnaires sont rincés, les créanciers seront rincés. Ce sont juste les clients qui sont sauvés. Mais aucune de ces deux banques, et on peut rajouter Silvergate, n'ont rien commis, alors surtout pas d'illégal bien sûr, ou n'ont rien commis qui puisse être assimilé à une folie de la part de traders qui avaient vu trop grand. Non. C'était l'illustration du phénomène auto-réalisateur de bank run. Vous dites que votre banque n'est plus en mesure de vous rendre votre pognon, eh bien tout le monde le retire et évidemment la banque fait forcément faillite puisqu'elle ne peut pas dégager assez de liquidités. L'essentiel d'ailleurs, et c'est l'objet d'une banque, c'est d'être prêté justement. Et la banque qui voit d'un seul coup les clients vouloir reprendre leur argent ne peuvent pas appeler les créanciers en disant faut me rembourser tout de suite en totalité, naturellement. Donc, il ne faut pas confondre le bank run, qui est effectivement une réaction psychologique, avec des problèmes rencontrés par des banques systémiques parce qu'elles se sont fourrées dans tous les guêpiers possibles et imaginables. Donc la liste est longue en ce qui concerne le Crédit Suisse, bien sûr. Il y a eu les subprimes de 2007 à 2009. Et puis ensuite, il y a eu Green Seal avec une perte au départ qui avait atteint 10 milliards et Crédit Suisse en a récupéré 7. Et puis il y a eu Archegos, 5 milliards de paumes. Mais là, maintenant, je me pose la question. Avec, justement, le sauvetage des banques centrales qui provoque une spectaculaire détente des taux d'intérêt, mais que vont devenir tous ceux qui étaient short sur toutes les maturités de bons du Trésor de 3 mois à 30 ans? Bah oui, parce que c'était sûr. La Fed allait emmener les taux à 5,75, 6% aux États-Unis. La BCE nous remontait les taux jusqu'à 4 ou 4,5. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient short sur cet obligataire parce que le scénario était écrit d'avance et les banques centrales l'avaient promis, juré, elles allaient lutter contre l'inflation jusqu'à la faire baisser de moitié d'ici la fin de l'année. Donc, que sont devenus tous ceux qui étaient short, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on se dit tous, quelle bonne nouvelle que ces banques centrales qui viennent à nouveau rendre l'argent abondant et bientôt beaucoup moins coûteux. Donc si on revient rapidement sur la journée d'hier, donc les banques se sont faites massacrer, mais ça a entraîné aussi tous les indices à la casse. Quand on regarde le graphique du CAC 40 qui s'affiche sous vos yeux, on voit clairement que la tendance haussière dans laquelle nous sommes depuis des semaines a donc clairement pété à la baisse. Ça, c'est un petit peu stressant à moyen terme en tous les cas. Le DAX a perdu 1000 points sur 5 jours. Là aussi, on voit que c'est pas beau du tout. Et franchement, le SMI, même s'il n'a perdu que 1,87% hier, c'est quand même vachement inquiétant. Le chart est vraiment immonde. Et franchement, vous me dites demain qu'on va à 10 000 sur le SMI, je serais même pas surpris. Et pourtant, c'est pas franchement à cause de la baisse du Crédit Suisse que le SMI baisse, mais c'est à cause de tout le reste. C'est clair que la pondération du Crédit Suisse à l'heure actuelle dans le SMI ne représente quasiment plus rien. Mais en tout cas, les indices sont en difficulté. Cependant, comme l'annonce de l'emprunt, ou en tout cas du backup de la BNS a été annoncé après la clôture en Europe, parce qu'il aura quand même fallu du temps pour réagir à nos banquiers fédéraux. Et donc du coup, la bonne nouvelle du sauvetage du Crédit Suisse a été annoncée après la clôture européenne, ce qui fait que ceux qui en ont bénéficié, c'est les Américains qui, eux, étaient encore ouverts, ce qui leur a permis de limiter un petit peu la casse. Si on regarde le graphique du S&P 500, c'est pas qu'on est forcément sorti de l'auberge, puisqu'on est en train de glisser sur cette pente, sur cette tendance descendante. Pour l'instant, on tourne autour, donc ça rassure un petit peu, mais franchement, on glisse. On s'éloigne toujours plus de cette tendance haussière dans laquelle nous étions il y a encore quelques semaines, et ça, c'est pas forcément rassurant, mais en tout cas, jusque-là, on a réussi à sauver les meubles. Tout le monde n'est pas d'accord, puisqu'il faut retenir quand même qu'hier soir, on a eu
pas mal de discours à droite à gauche. On a eu monsieur Fink de chez BlackRock qui a dit que c'était que le début, qu'il y aurait encore d'autres problèmes au niveau des banques régionales, en tout cas des petites banques, comme on dit. En même temps, les grosses banques sont en train de récupérer les assets de la plupart des investisseurs qui ont peur, ce qui est assez normal pour l'instant. On a entendu par exemple que Bank of America a reçu 15 milliards de net new assets ces derniers jours parce que tout le monde est en train de sortir des petites banques pour aller dans les grosses banques, pour se mettre à l'abri. Je rappelle qu'à l'époque, Lehman, c'est quand même pas rien du tout, même si aujourd'hui, apparemment, selon les chiffres, Crédit Suisse, ce serait 5 fois plus gros que Lehman Brothers. On se met ici, bon, le dollar qui raise. Ok, donc après une baisse hier, il remonte. On voit qu'on a une résistance qui est assez clé au niveau des 105. On va se mettre en chiffre rond à 105. Comme ça, on sait de quoi on parle. Voilà, moi je pense que c'est un pivot à pas franchir. Et réellement, je pense qu'il est souhaitable de pas recommencer à partir au-dessus ici. D'accord ? Je pense qu'à mon avis, il va y avoir une intervention monétaire, probablement. Alors évidemment, je suis pas un expert, donc je peux pas le garantir évidemment. Au niveau du Bitcoin, on est toujours sur cette belle zone de résistance. On est encore dedans, faut pas l'oublier. C'est entre 24 003 et 25 003, grosso modo, pour moi, la grosse zone de résistance qu'il va falloir qu'on explose. On est au sud de cette zone, mais on est toujours dedans. Et donc, on verra comment ça va se passer. Je pense qu'on va trancher rapidement dans la prochaine semaine, grosso modo. Enfin, Ethereum, on est aussi dans une situation très positive. On le voit aussi, que ce soit sur Bitcoin ou Ethereum d'ailleurs, c'est qu'on s'est remis d'équerre, ça veut dire qu'on a les moyennes mobiles 50, 100 et 200 qui sont pile dans le bon ordre. Le cours au-dessus des moyennes mobiles est dans cet ordre, 50, 100, 200. Ce qu'on va attendre, c'est la moyenne mobile 200 qui commence à partir à la hausse. On va passer en hebdo. On repump, c'est bien. C'est même très bien. On a fait une bougie hebdomadaire incroyable sur Ether. Je sais pas si on l'avait tout à l'heure, mais elle est encore plus belle. Elle close dans le vert. Mais c'est très bien. On a une résistance. Donc on a beaucoup rejeté sur la résistance, mais on est en train de la casser. On refait un plus haut sur une mèche seulement. Ok. Donc ça, c'est très important. Il faudrait absolument qu'on close en hebdomadaire au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il reste encore 3 jours. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire. C'est vraiment super important. Parce que pour autant, on laisse une mèche là et puis derrière, on redump et on va rechercher des plus bas. Donc ça, il faudra vraiment faire attention. On est sur résistance encore, même si on l'a cassé sur mèche, on l'a pas cassé en clôture. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment la clôture et absolument rien d'autre. Donc attention à ça. Ça va être un gros événement pour moi, la cassure hebdo. Sera vraiment à ne pas manquer. Donc ce qui m'intéresse en fait ici, c'est surtout qu'on n'arrive pas encore à s'affranchir vraiment des 24 000 $, mais que, comme on avait vu lors de l'analyse en question d'il y a un mois, et dès qu'on a s'affranchi des 24 000 $, direct en fait on pousse vers les 26 27 000. Et c'était exactement les chiffres que j'avais donnés lors de l'analyse précédente, et c'est exactement ce qu'on est en train de voir actuellement. Hein. On s'affranchit des 24 000 $ et boum, on pousse vers les 26 000, pas 27 000 pour le moment. Après, dans tous les cas, ce sont des tranches relativement approximatives, mais on voit bien en tout cas qu'il y a un espèce de petit gap de volume entre les 24 et les 27, 28 000 $, d'ailleurs qui existe aussi entre les 15 et les 11 000 $ environ, et que du coup, quand on franchit ces gaps-là, il y a de grandes chances que il y ait un appel d'air et qu'on aille directement chercher la tranche de volume la plus élevée. Et d'ailleurs, je finirai sur ce point, l'enjeu de toute la transition du marché baissier vers le marché haussier, ça va être de prendre le prix et de le déplacer au fur et à mesure dans les volumes qui sont encore détenus à perte, qui eux présentent des résistances relativement importantes. Et donc tout l'enjeu va être en fait de faire voyager le prix dans ces zones, de monter, de redescendre, de les tester en tant que support, de remonter ensuite, de les retester en tant que support. Et voilà, donc on peut faire du 24, 30 000, 30 000, 25 000, 25 000, 40 000, 40 000, 30 000, et ainsi de suite jusqu'à arriver à l'ATH, du coup, au niveau des 67 000 $, où actuellement, à peu près, seulement 8 000 bitcoins sont encore détenus, ce qui représente 0,04% de l'offre. Pour résumer rapidement ces petits graphiques bonus qui me fait plaisir de vous offrir, donc on a eu une tentative de short au niveau des 22 000 $ qui s'est clairement clôturée par un échec avec des cascades de liquidation longues qui ont alimenté la hausse du prix jusqu'aux 26 000. On peut aussi voir que du coup, une fois qu'on est arrivé aux 26 000, on a eu un profit extrême de la part des investisseurs à court terme qui, eux, ont induit une pression de vente considérable.
on le voit ici, ils ont pu prendre des profits au niveau des 26 000 et une fois que c'était fait, il n'y avait plus suffisamment de demandes pour que le prix se maintienne et on est redescendu au niveau des fameux 24 000 $, la résistance des 24 000 $, 25 000 $, qui se présente un peu comme le pivot entre range de transition bear bull et transition bear bull affirmée. Une fois qu'on est au-dessus durablement des 24-25 000 $, on pourra dire qu'on a un biais haussier sur le court et même sur le moyen terme qui est quand même très très sain. Mais tant qu'on est en dessous des 24 000 $, et bah pour le moment on va ranger entre 24 et 20 000. Et si jamais on descend en dessous de 20 000, bah on va probablement chercher les 16 000. Je pense pas du tout que ce soit le scénario le plus probable à mes yeux, mais je ne garde pas de vue qu'il faut avoir une approche probabilistique, il ne faut pas avoir d'opinion, il faut avoir des analyses qui sont basées sur des faits, sur des données. Et c'est exactement ce que j'essaie de vous fournir dans ces analyses on-chain. C'est des faits et des données parce que la blockchain ne ment pas, parce qu'elle est publique. À côté, nous avons Epic Games qui nous annonce qu'ils vont sortir une vingtaine de jeux crypto. Donc ça montre que à côté, au niveau des US, on tape, mais la crypto fait son petit bout de chemin, doucement et tendrement. Ensuite, très intéressant, puisque ça, Symbiogenesis, je vous mets la bande-annonce, enfin en tout cas la vidéo qui est sortie il y a 2 jours, c'est le teaser officiel du coup du jeu de Square Enix, du jeu NFT Web3 de Square Enix. Square Enix, une boîte qu'on ne présente plus, qui sont derrière entre autres aussi Final Fantasy. C'est vraiment une boîte que j'affectionne particulièrement, de par mon expérience de joueur en fait depuis tout petit. Et donc du coup, ils ont fait ce petit trailer là. Les gens n'ont pas trop compris et en effet, quand on s'accroche un peu plus, quand on s'y intéresse plus, c'est assez compliqué. Je vous rappelle qu'ils vont faire 10K NFT bientôt par rapport au projet et c'est voilà, il faut quand même s'accrocher, il faut prendre le temps pour tout comprendre. Il y a différentes docs qui sont dispo pour essayer de comprendre tout ça, de comprendre le projet et tout. Mais voilà, bien sûr, je continuerai à vous en parler. Le 17, donc demain, il y aura le site officiel qui sera lancé, qui sera remis au goût du jour. Et sachez aussi que sur le Discord, il y a différentes quêtes pour obtenir certains NFT gratuits. Il y a des passes silver, etc. et tout à récupérer. Donc n'hésitez pas du coup à rejoindre bien sûr leur réseau. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.